Je suis qu'un maillon, je suis qu'une étape parmi celles qui m'ont précédé et celles qui vont me suivre, quoi, voilà. Xavier, éleveur laitier dans le bocage virois. J'aimerais bien pouvoir passer le relais à d'autres de temps en temps, filer les clés, et puis si tu veux, et puis moi me décharger un peu de tout ça. La reprise des fermes s'inscrit dans une continuité historique et dans un contexte territorial. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, en général, ne part pas défricher un bout de forêt pour cultiver ses patates. Il s'installe sur des terrains existants, souvent sur des fermes existantes, sur lesquelles ont travaillé des agriculteurs ou agricultrices toute leur vie. Se demander qui s'installe aujourd'hui, qui sont les jeunes qui se lancent dans l'agriculture, est une question importante. Cependant, avant toute chose, avec le groupe des pédaliers paysans, on s'est demandé qui transmet. Dans les territoires que nous avons sillonnés, le Puy-de-Dôme et le Calvados, quelles fermes se libèrent aujourd'hui et à quoi ressemblent-elles ? Comment ont-elles évolué pour être de plus en plus spécialisées, de plus en plus chères et donc de moins en moins transmissibles ? Et individuellement, alors que la vente de la ferme est souvent un moyen de compenser de faibles retraites, comment l'agriculteur ou l'agricultrice qui transmet peut anticiper sa fin de carrière ? Dans cet épisode, vous allez entendre parler de capitalisation et de transmissibilité, d'abord à l'échelle des territoires, puis de celle des agriculteurs et agricultrices. Alors, restez avec nous. À la croisée des champs, un podcast des pédaliers paysans. Épisode 2, des fermes de moins en moins transmissibles. Partie 1, des fermes marquées par la spécialisation historique des territoires. On se remémore les quelques jours passés à pédaler dans la plaine de Caen, entre les épis de blé qui s'agitent mollement sous la brise. À l'horizon, quelques bosquets clairsemés, rescapés du remembrement. Les champs se succèdent, alternant entre le bleu profond des fleurs de lin, parce que nous sommes en juin, et le dégradé du vert qui tire sur le doré des céréales presque mûres. Ici, ce que l'on appelle la révolution verte, qui est la croissance agricole d'après-guerre, a particulièrement marqué le territoire. Les exploitations se sont modernisées, spécialisées et agrandies. Pour cela, il a fallu investir. Cela se traduit par la transformation d'une partie des revenus en moyens de production, au travers de l'achat de différents outils, comme des tracteurs, des charrues, ou encore des bâtiments ou du bétail. C'est ce que l'on appelle la capitalisation. Cette capitalisation des exploitations agricoles s'inscrit dans une continuité historique où les exploitations qui ne s'équipent pas assez vite disparaissent, comme nous l'avons vu dans l'épisode 1. Mais il est pas si fort, hein. Il est pas si fort. Il est tellement coulant, on dirait presque un symphénicien, quoi. Cocoyote. Ouais. Jean George. À l'échelle des départements que nous avons parcourus à vélo, cette dynamique de capitalisation des fermes s'accompagne d'une spécialisation par production des territoires. Alors, laissez-moi vous présenter brièvement ces deux magnifiques coins de France. Le Puy-de-Dôme, département auvergnat, et le Calvados, en Normandie, sont éloignés de plus de 500 km. Pourtant, les dynamiques agricoles que nous y avons observées lors de nos pérégrinations peuvent être comparables.
Donc le Puy-de-Dôme est traversé du nord au sud en son centre par la plaine de Limagne. Alice Berthoud, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Avec des terres noires profondes, donc plutôt des productions céréalières, même quasiment que des productions céréalières, et avec la particularité d'avoir la coopérative Limagrin qui permet d'avoir la production de semences, qui est donc une production très rentable. Ce qui fait qu'on a beaucoup de petites exploitations en plaine de Limagne, sur des surfaces pas très importantes, mais qui permettent de faire vivre des exploitants individuels qui souvent restent longtemps exploitants individuels sur l'exploitation. Donc on a des agriculteurs un peu plus âgés sur la plaine de Limagne. Et après on a les parties est et ouest qui sont plutôt des zones de montagne, où là on va avoir de l'élevage, essentiellement de la surface en herbe, quelques polyculteurs éleveurs sur les combrailles, et après de la production bovine dominante. Et on a des secteurs AOP, donc l'AOP Saint-Nectaire et l'AOP Fourme d'Ambert, qui permettent de valoriser un peu mieux le lait sur les parties sud-est et sud-ouest. Avec le recul, c'est presque drôle comme cette description est proche de celle qu'on pourrait faire du Calvados. Au lieu de la Limagne, dominée par Limagrin, on retrouve la plaine de Caen, avec la coopérative Agrial et des exploitations céréalières qui sont ici plus grandes. Cette plaine est aussi entourée de zones vallonnées. Mais on ne va quand même pas parler de montagne, n'en déplaise aux Normands. Dans ces zones, on retrouve de la polyculture élevage, des vergers de pommiers pour le cidre, mais aussi des AOP fromagères, comme le Camembert ou le Pont-l'Évêque. Mais alors, qu'est-ce qui explique une telle spécialisation agricole des territoires ? Tout le lait qui était en zone Limagne, il est parti, il n'y en a plus. Philippe Janot, professeur d'économie rurale à Clermont-Ferrand. Voilà, parce que c'est plus facile de... Enfin, on a une rentabilité et une productivité des hectares, entre guillemets, qui est forte en Limagne avec les grandes cultures. Donc, le lait n'est plus compétitif en zone Limagne. Donc, on a vraiment le développement des grandes cultures en Limagne, mais avec pas beaucoup d'agrandissement, en fait, un marché assez bloqué sur le marché foncier. Et puis, en revanche, en zone de montagne, on continue d'avoir une dynamique d'agrandissement. Et puis après, on va retrouver, disséminer un peu partout des initiatives avec des gens qui s'installent dans des tas de productions, du caprin, de l'ovin, sur des petites tailles, du maraîchage, une diversité de production. En Limagne, comme dans la plaine de Caen, les terres, fertiles et plates, sont très adaptées aux cultures végétales sur grande surface, où l'on peut passer le tracteur sans avoir peur de la pente. On dit qu'elles sont mécanisables. Puisque l'on vit bien des productions céréalières, qui sont très mécanisées et saisonnées, le prix des terres augmente. L'élevage, qui de son côté rapporte moins, et qui peut se contenter de terres moins productives et plus accidentées grâce au pâturage, disparaît alors de la plaine. Il est relégué dans les zones à relief. On se retrouve ainsi entre plaine et montagne, l'une spécialisée dans la production céréalière et l'autre dans la production animale. Historiquement, la spécialisation répond à une injonction politique de produire beaucoup pour l'autosuffisance de l'Europe et pour l'exportation. À mesure que la modernisation de l'agriculture a pris de l'ampleur et a progressé sur tout le territoire, les agriculteurs et agricultrices ont amélioré leur outil de production. On a vu apparaître des tracteurs de plus en plus puissants et des salles de traite de plus en plus grandes, jusqu'aux robots de traite actuels. Pour rembourser ces achats, il faut se spécialiser sur une production et s'agrandir. Les subventions européennes de la politique agricole commune, la PAC, sont calculées à la surface et encouragent cette tendance. Il y a des effets de seuil. Si j'ai un robot, j'ai 70 vaches. Si je veux 2 robots, il faut que j'en ai 130. Donc, il n'y a pas de juste milieu quasiment. Donc, si on est en système mixte et qu'on a des vaches allaitantes, peut-être qu'on va arrêter les 40 vaches allaitantes et on va mettre des vaches laitières et on va passer au deuxième robot. C'est ce genre de situation qu'on peut trouver, même si... il ne faudrait pas généraliser ce que je dis, mais c'est les choses qu'on observe.
La spécialisation, ça implique souvent des investissements, un assolement. Clairement, aujourd'hui, avec 90 laitières, je laisse moins la place à des nouveaux projets qu'avec 60 laitières ou 45. Après, ce qui se passe, c'est que je pense, par exemple, sur la production ovine, parce que le Puy-de-Dôme, c'est un département où il y avait pas mal d'ovins. Il y avait aussi des systèmes mixtes ovins-bovins. Globalement, tous les systèmes mixtes, ils ont tendance à diminuer en nombre au profit plutôt de la spécialisation. Les gens se spécialisent plutôt sur une production. Donc, les gens qui avaient des ovins avec des vaches allaitantes ou des gens qui avaient des vaches allaitantes, des vaches laitières, il y en avait pas mal, bah, petit à petit, ils lâchent une production. Ces dynamiques de spécialisation des territoires, de mécanisation et d'agrandissement mènent aux fermes très capitalisées que l'on trouve aujourd'hui. En allant sur les sites de vente de fermes, on trouve des annonces à 400 000 €, 700 000 € et souvent même plus d'1 million d'euros. Moi, alors je suis loin d'avoir fini de le payer, mais à date, je suis propriétaire dans ce que j'ai acquis par moi-même de 80 hectares de foncier. Jean-Yves Heurtin, polyculteur éleveur dans la plaine de Caen. Mes parents étaient propriétaires à peu près de la même chose. Ils sont décédés les 2 années passées. Donc, ça vient s'ajouter à ça. Donc, vous voyez, ça peut faire des sommes considérables quand vous rajoutez le matériel, quand vous rajoutez le cheptel. Ça peut faire des sommes considérables. Donc, c'est difficile de dire ça vaut. Je me suis amusée à aller regarder les fermes à reprendre sur le site de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Sur 31 offres inscrites en juillet 2024, 28 sont des fermes d'élevage, en bovin-lait ou bovin-viande en grande majorité. Les exploitations céréalières de la plaine sont absentes, probablement parce qu'elles n'ont pas besoin d'une annonce pour trouver repreneur. Il y a toujours quelqu'un de la famille ou un voisin qui se porte acquéreur avant. Alors que pour reprendre une ferme laitière, ce n'est pas la même affaire. L'élevage, laitier en particulier, est un métier qui peut être dur et peu rémunérateur. Il faut être présent tous les jours, 2 fois par jour pour la traite, sans pouvoir maîtriser le prix du lait ni de la viande pour celles et ceux qui vendent à des industriels. En Normandie, le nombre d'élevages laitiers a diminué de 37% en 10 ans, rendant les fermes restantes encore plus grandes. Ainsi, le troupeau moyen a augmenté de 52 à 82 vaches laitières et la surface moyenne des exploitations laitières est passée de 92 à 120 hectares. C'est une augmentation conséquente qui ne risque pas de s'arrêter au rythme actuel. Mais quand on est jeune, qu'on a un projet un peu différent et pas d'apport financier, comment peut-on se permettre d'acheter de si grosses fermes ? Surtout que les nouveaux arrivés dans l'agriculture ont d'autres aspirations, comme nous le verrons dans l'épisode suivant. Alors, parfois, les cédants et cédantes doivent envisager de vendre pour d'autres productions. On était un peu cassés quand même par nos fichues vaches laitières. Sylvie et Didier, éleveurs laitiers à la retraite. Enfin, pas spécialement par elles, mais par les traites. Ouais, à ce que la ferme ne soit pas reprise par des gens qui iraient livrer chez Biolay, puisqu'on était producteur chez Biolay. Ouais. Et puis, vu la conjoncture, on s'est dit finalement c'était pas mal pour Biolay et nos repreneurs qu'ils ne soient pas lancés dans la production de lait de vache. Alors, on nous a dit, on a des collègues qui nous ont dit « Ouais, mais vous vous rendez pas compte !» Toutes ces fermes qui étaient en vaches laitières et qui sont transformées, qui vont plus, qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a plus de vaches laitières ? La réponse a été, écoute, entre une ferme qui va être reprise par des jeunes qui créent une famille, qui se diversifient, qui sont en bio, qui s'intègrent au niveau du territoire et qui arrêtent les vaches, ou laisser une ferme qui va partir à l'agrandissement où on va nous virer les haies où probablement ça sera pas en bio, notre choix en fait il est fait quoi. Comme Sylvie et Didier, les futurs retraités,
appelés cédants dans le milieu agricole, sont nombreux à se poser des questions sur la transmission. La ferme n'est pas qu'un simple outil de travail. La ferme, c'est souvent le lieu de vie, un endroit où l'on fait des projets de long terme, où l'on rêve, où l'on noue des liens et on y mène aussi d'autres activités que l'agricole. C'est une maison, des terres, des bâtiments, des animaux. C'est aussi l'épargne retraite et l'héritage familial. Tout cela s'entremêle pour former un lieu aux dimensions multiples. Alors, quand vient le moment de passer le flambeau, les attaches émotionnelles se mêlent aux enjeux économiques. Les dynamiques de spécialisation, d'agrandissement et de capitalisation que nous venons de décrire à l'échelle territoriale jouent un rôle majeur dans la transmissibilité ou la non-transmissibilité des fermes à des jeunes qui veulent s'installer. On est engagé dans une dynamique de compétition acharnée qui conduit à ce que les gens continuent à chercher les gains de productivité du travail, à baisser leurs coûts de production. Et pour faire ça, il faut produire plus par unité de travail. Voilà, globalement, c'est ça. Et pour produire plus par unité de travail, eh bien, il faut continuer d'investir. C'est ça la dynamique qui est à l'œuvre. Donc, s'agrandir, se moderniser, se spécialiser, faire des gains de productivité, ça ne laisse pas de place au renouvellement des générations, si vous voulez. Vous êtes de où à la base? Tous du même endroit? Alors on fait toutes les études à Montpellier. Ouais. Sauf Mathéo, ouais. Mathéo qui est de passage. Et sinon on vient d'un peu partout. Plutôt dans le sud quand même par rapport à ici. Ouais. On revient de Montpellier. Ouais. C'est que des sudistes qui vont revenir en Normandie habiter parce que on a de l'herbe, on a de l'eau. Partie 2. Anticiper sa retraite, un compromis entre capitalisation et transmissibilité. Nous, là, ceux qui partent à la retraite actuellement, ils sont encore ils ont un peu fait, pas tous, mais la plupart ont un peu fait toute leur vie dans l'agriculture, ce qui à l'avenir, à mon avis, sera plus le cas. Alice Berthoul, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Donc eux, en gros, ils ont 40, 50, même il y en a, ils ont commencé à 14 ans. Donc voilà, ils ont de très nombreuses années d'agriculture derrière eux et ils ont mis ce demi-siècle à construire une X fois moyen de production, voilà, le mieux pour eux, donc avec le parcellaire le plus regroupé, le bâtiment le plus adapté, le plus fonctionnel. Donc voilà, pour eux, c'est un demi-siècle de travail pour un outil de production optimal. Donc il y en a pour qui c'est quand même très difficile de se dire mon foncier va partir à l'agrandissement, mon bâtiment personne risque de me reprendre, mon cheptel non plus. C'est assez compliqué quand même pour eux. Donc dans ce cas-là, ils vont chercher à vouloir reprendre un repreneur. Là, la problématique quand ils vont vouloir reprendre un repreneur, elle va être de consulter leur famille, parce que les enfants, c'est quand même eux qui sont destinataires du patrimoine à la fin, donc ils ont quand même leur mot à dire. Donc certains des fois se réveillent en disant moi aussi finalement je vais m'installer, ou un petit enfant, ou un cousin, ou un voilà. Donc il peut y avoir ça. Et puis il va y avoir, les retraites agricoles sont faibles, donc ça va être de savoir comment avoir un complément de revenu au niveau de la retraite, parce qu'il peut y avoir un capital assez important à la fin de la carrière. Donc comment optimiser ce capital pour compléter la retraite. Et puis après, il va y avoir, s'ils recherchent un repreneur qui serait hors du cadre familial, la question de savoir où on va loger ce repreneur et comment on va lui céder les biens à la vente, à la location, en donation s'il n'y a pas d'enfant. Okay. Se préparer à céder sa ferme, c'est avant tout se préparer à la retraite. Les agriculteurs et agricultrices ne sont pas affiliés au régime général des retraites, mais à celui de la mutuelle sociale agricole, la MSA.
Alors la retraite, avec la nouvelle réforme, il faut que je fasse une année de plus. Donc avant c'était 62 ans, maintenant c'est 63 ans. Il faut avoir 171 trimestres. Donc il faut avoir l'âge plus le nombre de trimestres. Après j'ai tout, hein. Je serai pas en décote, hein. Je pars avec mes années et le nombre de trimestres aussi. Donc c'est déjà bien. Mais pour une retraite d'environ 1000 €. Voilà. Mais ça, elle a un minimum ou c'est lié au charge? Non, c'est lié au chiffre d'affaires qu'on a fait. Okay. Et comme le chiffre d'affaires, en général, en élevage caprin, il n'est pas élevé, c'est un des plus bas, et après, ça suit, ouais. Alors, quand on entend qu'ils disent 1100 € et toute la nouvelle loi, non, c'est pas pour tout le monde, ça sera même pour très peu, parce qu'il faut avoir fait que travailler dans l'agriculture. Ça veut dire qu'il faut avoir été aide familiale au départ. Voilà. Et comme moi j'avais travaillé un petit peu avant, j'y ai pas droit. Comme Christine, éleveuse de chèvres dans le Puy-de-Dôme, la retraite est faible pour nombre d'agriculteurs et agricultrices. En moyenne 1150 € selon la MSA. Parfois, elle se situe même sous le seuil de pauvreté. L'agriculture est un métier difficile physiquement, engageant mentalement, où l'on ne compte pas ses heures et où les revenus ne sont pas toujours assurés, ni à la hauteur de l'effort fourni. Chez beaucoup de personnes que nous avons rencontrées, le montant des cotisations sociales payées à la MSA est perçu comme considérablement élevé par rapport aux revenus dégagés pendant les années de travail et par rapport au faible montant de leur retraite au final. Alors, certains et certaines cherchent des stratégies pour payer moins de cotisations. Ces cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice de l'entreprise. Moins il y a de bénéfices, moins on cotise. Mais comment diminuer les bénéfices sans pour autant jeter du lait par la fenêtre ? En augmentant les charges de l'entreprise, en achetant du matériel par exemple. La capitalisation, on y revient. Cet argent capitalisé au cours de leur carrière sera récupéré, espèrent-ils et elles, pour compléter leur retraite ou pour l'héritage des enfants à l'issue d'une vente. Malin, n'est-ce pas ? Oui, mais on l'a abordé cette semaine et je t'ai donné mon point de vue là-dessus. C'est que généralement, les gens ont capitalisé toute leur vie et il y a la petite retraite, donc ça c'est ce qui est officiel, mais il y a aussi les rentrées de fermage, ils t'en parlent pas. Non, ils ne leur mettent pas en mensuel. Quand ils louent leur terre à des jeunes, après, c'est quand même une rentrée qui vient tous les trimestres ou 2 fois par an. Quand tu redilues ça sur les 12 mois, ça peut vite faire 300-400 € de plus de rentrée par mois et compagnie, quoi. Arnaud, paysan boulanger dans le Calvados. Et à partir du moment où tu revends ta maison, c'est pareil, quoi. Donc, et puis tous les petits avantages qu'il y avait à être paysan, qu'on parle jamais. C'est ce que je disais aussi cette semaine. L'internet qui est payé par la ferme, le téléphone qui est payé par la ferme, le compteur électrique qui est payé par la ferme, la flotte qui est payée par la ferme. Tous ces petits avantages-là, on les compte pas, mais c'est des gros morceaux pour un salarié qui a une belle retraite à la sortie, mais il a eu quoi ? Il a payé la flotte toute sa vie à son nom, et compagnie. Enfin, je pense qu'on est loin d'être malheureux dans le domaine agricole, mais il faut penser à tout regarder. Et je crois qu'on oublie vite aussi les avantages qu'on peut avoir. Après, on va pas parler dans le podcast des petits avantages de prendre dans la caisse pour faire les courses chez les copains, mais je l'ai dit quand même. Non, mais voilà, mais à un moment donné, il faut arrêter de pleurer, quoi. Enfin, on est loin d'être malheureux. Alors, attention à ne pas généraliser ce que vient de nous confier Arnaud. Le statut de salarié est sur bien des aspects beaucoup plus protecteur que celui d'exploitant ou exploitante. Philippe Janot nous parle de ce statut très particulier. C'est l'idée que l'agriculteur lui-même est propriétaire de ses moyens de production, donc il est patron, et il est en même temps prolétaire. Et donc, il s'auto-exploite, il extrait une plus-value. Donc, en gros, il y a une part de son revenu potentiel qu'il n'utilise pas immédiatement pour consommer, réaliser ce qu'il a envie de réaliser, mais qui va s'accumuler dans son appareil de production pour finalement augmenter sa productivité du travail. Pour faire des gains de productivité, il renonce
a une consommation immédiate de richesse qu'il va reporter dans le temps sous forme de matériel, de terre, de bâtiments, de cheptels, de forme d'actifs immobilisés. Et un jour, il réalisera le capital, sans doute. Le problème, c'est que là, on est dans une crise de réalisation du capital. C'est ça qui pose problème, aux cédants, principalement. L'injonction à capitaliser, dont je vous parle depuis le début de cet épisode, ne permet donc pas forcément d'obtenir une retraite suffisante. Les agriculteurs et agricultrices sont donc les victimes de ces lois du marché qui les poussent à investir sans leur permettre de vendre au bon prix leur capital. Cela entraîne un appauvrissement de la population agricole à la retraite. On comprend alors que la vente de la ferme soit déterminante dans la transmission. Pour le cédant ou la cédante, il faut que la ferme se vende à un prix qui soit juste, qui rémunère en quelque sorte sa vie de travail et qui lui permette de vivre dignement sa retraite. Mais qui reprend la ferme dans tout ça ? Lors du travail de réflexion en amont de la transmission, il s'agit pour les cédants et les cédantes de se mettre à la place des personnes qui pourraient vouloir leur ferme. Réfléchir au futur de sa ferme, cela s'anticipe, afin qu'elle reste transmissible. Mais ça veut dire quoi, en fait, une ferme transmissible ? Pour qu'une ferme soit transmissible, déjà, il ne faut pas qu'elle soit trop capitalistique, trop chère. Isabelle Lécuyer, conseillère transmission à l'Association régionale pour le développement agricole et rural d'Auvergne-Rhône-Alpes. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est les fermes qui grossissent, hein, et quand ça coûte 500 000 ou 1 million d'euros sur la table pour arriver à reprendre, non, quand on débute, c'est pas possible. Donc déjà, il y a cette idée d'avoir des fermes pas trop capitalistiques, pas trop chères, et ensuite de penser l'outil de travail, que ça soit foncier, bâtiment ou matériel, de façon à ce qu'il soit facilement reprenable par quelqu'un derrière. Moyens financiers ou simplement que ça soit opérationnel, que ça soit pas trop bric et broc. Et oui, au détour d'un vallon verdoyant du Césalier, la petite Mongolie d'Auvergne, nous avons rencontré un éleveur proche de la retraite qui n'envisageait même pas de transmettre sa ferme pour cette raison. Selon lui, ces installations de traite et de fromagerie, trop vétustes et plus aux normes, n'attireraient personne dans ce coin reculé du Puy-de-Dôme. Et sa surface de terre ne permettrait à personne de vivre dans cette région où l'élevage extensif est la seule production qui subsiste. En effet, bien que la capitalisation permette dans certains cas de compenser en partie les faibles retraites agricoles, il serait pour autant faux de considérer que c'est son but. En réalité, les agriculteurs et agricultrices investissent surtout dans leur outil de production tout au long de leur vie, pour gagner en confort de travail, pour augmenter leur productivité, pour respecter le bien-être animal et les normes sanitaires. Pour l'instant, je pense à mon confort. C'est pour ça que je monte des installations. En fait, je pense pas tellement transmission. Pour l'instant, je pense surtout au confort et à l'évolution que je veux donner, la qualité et le confort de travail. C'est pour ça, en fait, tous les aménagements qui sont faits, on essaye toujours d'orienter les choses pour que ce soit de moins en moins fatigant, de moins en moins pénible et qu'on y passe de moins en moins de temps. Alors, pour faciliter la transmission, c'est un compromis à trouver entre investissement raisonnable et confort de travail, entre rémunération d'une vie de travail du cédant et viabilité économique pour la personne qui reprend. Mais la cession d'une ferme, ce n'est pas qu'une question d'argent. La ferme représente souvent une vie de travail, beaucoup d'engagement et une attache émotionnelle forte. Lorsque l'on cherche des repreneurs ou repreneuses, la question de l'habitation est cruciale pour faciliter une transmission. Certains envisagent donc de laisser la maison à celles et ceux qui reprendront la ferme. Pour d'autres, cette maison représente parfois toute une attache familiale, dans laquelle les enfants ont grandi, les grands-parents y habitent parfois encore. Dans ce cas, c'est toujours possible de transmettre la ferme, mais cela demande une réflexion en amont. Penser à une restructuration, orienter les bâtiments d'élevage pour isoler la maison par exemple. Stéphane, éleveur de volailles dans le Bocage virois,
discute avec ses cédants, désormais à la retraite, de cette question. Il est évident que si on veut transmettre une ferme, déjà il faut laisser la maison. Il y a plein de gens pour qui c'est pas évident. Il y a plein de fermes qui se trouvent cassées à l'agrandissement parce que les agrives à la retraite veulent rester dans la maison de la ferme, et une maison qui est en plein milieu du corps de ferme, ça peut être qu'au fermier, quoi, enfin au fermier, au paysan, au paysan. À l'exploitant, oui. Et à l'exploitant, donc enfin l'exploitant au paysan. Tu m'imagines, moi là-bas et toi ici, par exemple. C'est ça. C'est impensable. Au-delà de l'habitation, il peut parfois être dur pour les cédants et cédantes de laisser leurs terres, auxquelles ils sont attachés. On a un certain nombre en fait de personnes, d'agriculteurs qui partent à la retraite. Les enfants en fait ne veulent pas s'installer, mais par contre ils ne veulent pas laisser le foncier. Donc ils vont conserver en fait le foncier en propriété. Des fois ils vont conserver 15, 20, 30 hectares sur lequel ils vont avoir une petite activité agricole en fait, mais on se dit c'est dommage, ça pourrait permettre en fait l'installation d'un agriculteur et qui en vivrait, sauf que voilà, il y a l'attachement en fait à ce foncier en fait, à ce lieu de vie. Comme on l'a vu, à l'échelle globale, la capitalisation est la résultante d'une part de processus historiques, soutenus par des politiques publiques et industrielles de mécanisation et modernisation de l'agriculture. À l'échelle des fermes, cette capitalisation s'explique aussi par des choix individuels plus ou moins subis. Investir permet d'améliorer son confort de travail, de rester rentable, mais aussi d'augmenter la valeur de la ferme et donc in fine de la retraite ou de l'héritage. En augmentant la productivité du travail, qui est la quantité produite par le travail d'une seule personne, la capitalisation accompagne les processus d'agrandissement des fermes et de spécialisation des territoires que nous avons vus. Alors, si je veux m'installer, comment je fais ? Dans les plaines autour des grandes villes et donc des bassins de consommation, difficile de trouver des exploitations en vente pour faire autre chose que des grandes cultures, et les quelques hectares disponibles sont très chers. Dans les montagnes, je me retrouve face à des exploitations de plus en plus grandes, avec de plus en plus d'animaux, souvent loin des bassins de consommation. Si en plus je cherche une ferme avec une habitation sur place, c'est encore plus compliqué. Alors, dans ce contexte, qui veut s'installer et qui peut s'installer sur ces fermes de moins en moins transmissibles ? Est-ce que les profits des candidats et candidates à l'installation correspondent aux profits des fermes qui se libèrent aujourd'hui ? On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour répondre à ces questions. Je m'en mêle toujours les pinceaux. Ah bah non, attends, c'est incroyable. Oh ouais.